Le balado que vous allez déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal. Bonjour, vous écoutez L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. L'épisode que vous allez écouter fait partie de la première saison, enregistrée en 2019-2020 pour Choc.ca. Aujourd'hui, dans l'épisode, on s'entretient avec Nicolas Da Fonseca, coach au Vin 2020. On parle de sa carte, de ses coups de cœur et de vin rosé. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Nicolas Da Fonseca et je suis coach au Vin 2020. Coach? Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, parce que c'est un peu une job de coach. On veut vraiment que l'équipe de service soit mise de l'avant. Donc, on a tous des sommeliers serveurs. Et moi, ma job, c'est vraiment de les guider et de les amener à leur plein potentiel. Donc, mais j'ai une formation en sommellerie et je m'occupe des achats de vin et de tout ce qui se boit au Vin 2020. Puis toi, c'est quoi ta formation? Tu viens d'où? Je sais que tu étais au Mousseau avant. Depuis quand tu es dans le vin? C'est assez récent pour le vin. Je travaillais au Mousseau avant de travailler ici. En fait, j'ai fait quelques mots au Damas aussi avec des amis. Le Mousseau, Landry et Filles. Et j'ai fait mes cours lorsque je travaillais comme chef barman au Victoire. Sinon, j'ai un parcours de 20 ans en restauration. J'ai commencé plongeur à 15 ans. Et voilà, j'ai de trahir mon âge. Et qu'est-ce qui m'a amené dans le vin? C'est assez récent que le service est un métier et qu'on le choisit. Donc, pendant longtemps, j'ai galéré, j'ai fait un bac en com, je voulais travailler en production télé et tout. Et finalement, je revenais toujours au service, peu importe les jobs que j'avais, soit à temps partiel, soit je lâchais, puis je lâchais et je retournais trouver une job en service. Puis à un moment donné, je l'ai juste assumé et j'ai décidé en fait, c'était au Victoire, j'avais besoin de plus de connaissances en vin. Et quand je suis tombé là-dedans, j'ai vraiment trippé. Ça m'a pris du temps avant de faire ce choix-là, parce que je me considère pas comme un passionné de vin tant que ça. Puis je me disais, il y en a qui trippent tellement plus que moi sur le liquide en soi, mais ce que je réalise, c'est que j'ai trouvé ma place à travers les gens, et puis c'est ça qui me fait vibrer, moi, dans ça, c'est tous les gens que ça rassemble et l'effet que ce breuvage-là a à une table, en fait. Et ça, je suis content de m'assumer dans ce contexte-là, en fait, tout simplement. Voilà. Fait que c'est pour ça que ça a été un peu plus long. Puis quand je suis tombé dedans, ça a été no way back. Et nous voici aujourd'hui. Voilà. Puis justement, quel diplôme t'as fait pour devenir sommelier? À l'ITHQ. C'est des cours du soir, donc découverte des vins 1, découverte des vins 2. Je pense que ça a changé maintenant. C'est tout nouveau. Il y a un nouveau programme, mais c'est ça. C'est vraiment l'introduction à la sommellerie et ensuite de ça, on pousse un peu les régions, les appellations, les vinifs. Puis après ça, une fois qu'on comprend comment ça fonctionne le vin, c'est vraiment sur le terrain que ça s'apprend, en buvant, en parlant avec des gens, puis en se motivant pour des études à travers des concours, par exemple, ou juste entre amis, ou en faisant des voyages et des cours. That's it. Est-ce que tu es allé un peu apprendre sur des vignobles? Pas tant. Pas autant que je voudrais. J'étais allé en Bourgogne un peu, mais sinon, c'est dans les plans futurs, mais au Québec, j'ai fait quelques vignobles aussi. Puis, comment qu'on décide qu'on ouvre un bar à vin? C'était quoi ton projet? C'était quoi ton rêve? C'était quoi ta prémisse? J'avais juste envie de faire les choses à ma façon, en fait. Voilà. Donc, c'est tout. Ça vient juste de ça. Ça part de là, puis je suis comme, non. Ça, je le ferais comme ça, je le ferais comme ça. Puis à un moment donné, je deviens un peu... ce qui allait pas dans ma vision m'agaçait de plus en plus. Puis, c'était juste l'étape logique, la suite logique des choses pour moi, tout simplement. Bon.
pense. Puis c'est quoi justement ta vision que tu as ici pour le 2020? Ma vision, c'est notre vision. Tu sais, c'est pas, on est vraiment une équipe. C'est en lien avec les gars de Ward & Associés. Eux se sont spécialisés dans un créneau qui est sur des vins un peu plus nordiques, justement Autriche, Allemagne, des pays qui ont le climat semblable au nôtre, et ça fonctionne très bien avec la bouffe à marina, qui est très locale aussi. Donc on a cette espèce de thème autour de l'origine des produits. Le vin, c'est plus difficile d'avoir que des vins locaux, et c'est un peu nécessaire d'en importer si on veut rester dans le coup et boire tous les jus qu'on a envie qui sont disponibles. Après ça, il y a des beaux trucs qui se font de plus en plus au Québec. Donc, on tape un peu dans ce créneau-là. Puis c'est nordique aussi, pas juste dans l'origine, mais dans l'esprit, dans le sens où on aime les trucs avec des taux d'alcool un peu plus bas, sur des fermentations qui sont quand même assez longues, ou des périodes de maturation assez longues aussi. Donc, il y a la côte ouest portugaise, toute la côte atlantique, il y a cette espèce d'esprit-là aussi où on vendange très tard. Et on peut retrouver, quand c'est bien fait, chez les bons producteurs, des trucs vraiment hyper intéressants. Donc, on essaie d'encourager ça aussi. Puis, je pense que c'est ça. Sinon, c'est des gens fantastiques qui en boivent et qui en font et qui en servent. Puis justement, comment tu as monté ta carte? Est-ce que c'est en collaboration avec les gars de Ward? Comment tu choisis les vins que tu mets sur ta carte? Bien, on veut que ça reste dans cet esprit-là. Et oui, c'est en collaboration avec Alex principalement, mais on fait ça en équipe les trois, Alex, David et moi. Et on se base sur les forces de chacun, mais on garde l'esprit vraiment d'énergie et de soif. On veut que ça soit vivifiant à boire ici. Puis comment parce que je sais que la carte est séparée en différents, c'est assez particulier, c'est le seul bar que je vois, il y a différentes catégories, est-ce que tu peux nous les expliquer puis me dire pourquoi c'est comme ça? Ouais. Tout ça part du fait que le monde ne boive pas assez de Stromaillère dans la vie. Alors, j'ai fait une halte aussi au Alep cet hiver. Et Stromaillère, pour mettre en contexte, c'est un producteur que j'aime beaucoup, qui travaille en Autriche sur des cépages, un cépage souvent qu'on retrouve chez lui, qui est le Blauer-Wildbacher, qui est assez unique. Il fait des trucs de malade mental. Et c'est souvent rosé. Alors, c'est très difficile à vendre sur une carte conventionnelle, d'amener les gens dans la section rosée. Ça... C'est bon, buvez-en, tu sais. Il faut y boire ce vin-là. Puis quand j'en ouvrais avec mes amis, puis qu'on était à une table, puis je dis, je commande du rosé. Si c'est pas des gens du vin ou qui comprennent cette vibe-là, ils sont tous comme, ah, pas du vrai, pour rosé, du vrai. J'amène la bouteille, je la rouvre, tout le monde la boit et tout le monde capote, tu sais. Alors, pour éviter ça, on s'est dit qu'on allait mettre les vins pas dans des sections pour vraiment briser toutes les barrières qu'on peut avoir. Donc, c'est pas pour rien que c'est difficile de faire une différence entre la pastille. Parce que, bon, la carte, tous les vins sont mélangés et il y a des pastilles à côté pour dire la couleur du vin que ça va être parce qu'on voulait pas être trop geek non plus. Alors, la rosée et la rouge, ça ressemble beaucoup parce que, si on veut un rouge de soif ou un rosé foncé ou rougisé qu'ils appellent, tu sais, ça... C'est vraiment la même affaire au final. Donc, le but, c'était juste d'amener les gens à boire un peu de tout. Et après ça, c'était un petit peu trop geek. On a réalisé feedback après le soft opening. Donc, on a fait des espèces de sections qui vont vraiment donner l'impression de ce qu'on boit, du feeling que ça va faire. Là. Donc, c'est divisé en des trucs un peu plus frais, minéral, donc qui est un peu l'opposé de fruité, donc ce côté qui peut rappeler la minéralité. T'sais. Après ça, les jus de soif, donc des trucs qui se descendent très bien, des trucs plus d'émotion, donc quand on a envie de boire quelque chose qui nous fait vibrer, donc des trucs un peu plus profonds, une section un peu plus edgy, un peu plus punk. Il y a des gens qui recherchent certaines choses dans des vins qui sont un peu plus champ gauche, ça, on a ça. Ou dans l'esprit, des fois, c'est un vigneron qui est punk aussi, ou c'est juste une cuvée d'un vin du Québec qu'on a reçu et qui n'a pas d'étiquette, fait qu'on les fait sur le coin de la table avant le service, puis on écrit les mentions légales au Sharpie, puis on les colle sur la bouteille, puis on se dit, ça a un esprit punk dans ma tête, puis je trouve que c'est cool de garder cet esprit-là, ça nous représente bien. C'était un
un mot qui revenait souvent quand on essayait de définir ce qu'on avait envie de faire ici aussi. Et une section plus joufflue où on a des trucs en rondeur qui appellent un peu plus à être bu à table en mangeant, trucs machin, comme ça. Voilà, donc vraiment basé sur l'esprit que le vin va avoir lorsqu'on va le boire. Moi, je trouve ça super unique. T'es le premier que j'interviewe que vous recevez le vin, il n'y a pas d'étiquette, tu mets l'étiquette légale. Est-ce que tu peux m'expliquer le plus? C'est du vin genre inédit? C'est du vin, c'est quoi? C'est quel genre de vin que vous avez reçu comme ça? C'est un vin du Québec qui a été vinifié par un ami qui s'appelle... en fait, non, c'est pas vrai. C'est une collaboration entre un de nos amis, Steve, qui s'entendait bien avec un vigneron québécois, puis ils ont eu l'idée de faire une cuvée ensemble. Donc, ils ont regardé comment ils voulaient. Puis Steve, il aime les trucs qui sont le plus libres possible. Donc, on a pris directement de la cuve en bouteille, directement du baril en bouteille. Puis moi, j'en voulais. Ça pressait. Les étiquettes étaient pas faites. Puis j'ai dit, amène-les quand même. Rentre ça ici. Puis je m'occupe des étiquettes. Puis là, c'est là, on a comme créé un événement avec ça. Puis après ça, au final, c'est une belle histoire. Puis c'est cool. Puis c'est juste rigolo. Puis là, j'ai reçu les étiquettes. D'ailleurs, je vais les chercher après l'entrevue. Donc, on a pris une photo d'étiquettes que je trouvais jolies, de bouteilles, et là, on a juste fait un print là-dessus avec les mentions légales, puis ça va être ça pour les cuvées qui vont être chez nous pour les étiquetages. Là, donc. En fait, c'est le deuxième vin que je vois qui est un peu des cuvées québécoises qui sont un peu exceptionnelles. Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies d'amener? Tu parlais de la nordicité qu'on peut pas tout avoir. Qu'est-ce que en tant que produit québécois, qu'est-ce que tu veux amener ici, par exemple? Justement, tu sais, il y a quelques domaines qu'on aime et qu'on s'arrache au Québec qui sont difficiles d'avoir. Et c'est tant mieux pour ces domaines-là. Puis on leur souhaite tout le meilleur succès du monde, mais en même temps, il y a clairement une demande et il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre, soit des vignerons qui sont déjà là, qui comprennent un peu. Je veux pas dire comprendre, je veux dire soit des vignerons qui ont envie de se poser des questions, puis de voir où est-ce qu'ils peuvent aller avec leur vin, puis de comprendre leur vigne, leur vinification. Tu sais, on se cachera pas que le vin, je vais dire nature, c'est quand même très fort en ce moment, et ça a de l'influence sur beaucoup de gens, et c'est tant mieux, tu sais. Après ça, est-ce que c'est un trend? Est-ce que c'est une philosophie? Blablabla. On pourrait avoir le débat pendant longtemps. Mais ça intéresse des curieux qui ont envie de changer leur façon de faire et de comprendre des vignerons qu'on respecte beaucoup. Puis des fois, il y a des rencontres qui se font, des gens qui se parlent et ça amène à ça. Donc, il y a des vignerons qui sont établis qui le font ou il y a des jeunes sommeliers qui disent « Moi, je veux faire du vin aussi » puis qui achètent des raisins et qui font une première cuvée comme on a eu avec Lieu commun, qui sont les 4 amis, dont 3 travaillent au Damas que j'ai rencontrés. Donc, c'était cet hiver quand je travaillais avec eux. Puis eux, ils ont dit « Ah, regarde, goûte ça. » À un moment donné, je savais même pas qu'ils faisaient du vin. Ils m'ont fait goûter. Puis là, je dis « Mais là, on fait le lancement à mon bar quand ça ouvre. » Puis alors là, ça en est venu l'idée. Donc, eux, ils ont acheté des raisins dans un vignoble à Lanoret. Et ont vinifié ça au domaine Grand Saint-Charles, donc sur la Rive-Sud. Puis, on a fait, ce lancement-là. Donc, il reste 2 caisses pour les gens qui auront le temps de venir en boire. Ça va vite. Ici, les gens ont soif. Mais ça goûte super bien. C'est vraiment bon. Fait que, c'est comme un peu historique. C'est leur premier balbutiement. Puis un jour, ils vont peut-être avoir leur propre domaine. Puis on va se rappeler de ce moment-là. Donc, d'essayer de pas juste être passif, mais d'être actif dans le développement de ce qu'on réussit à produire ici. Je pense que c'est cool de s'amuser là-dedans, en fait. Voilà. C'est super excitant, en fait. Je sens l'excitation. Moi, je veux y goûter puis je veux faire partie de ça. Je me demandais, tu parlais que toi, ton rôle ici, c'est ton titre, c'est coach. Comment tu te positionnes puis comment tu positionnes justement tes sommeliers serveurs par rapport au public, au grand public? Ben moi, j'ai une chose qui m'arrivait quand je me suis mis à étudier le vin. Et là, j'étudiais très fort. Et je voulais tout savoir si on avait des questions, puis je trouvais ça dommage et à tort, parce que c'est quand même ça la job, qu'un client veuille parler au sommelier officiel, tout ça. T'sais. Alors que j'étais outillé pour le conseiller, j'avais envie de le faire, puis j'étais un grand sensible, donc je le prenais personnel, mais j'aurais pas dû. Mais tout ça pour dire que au final, tu sais, je veux donner cette liberté-là à tout le staff, puis je veux que les gens viennent voir, tu sais, Axel, ils viennent voir Mathis, ils viennent voir Charlot, tu sais, qu'il y a des liens qui se créent avec le staff qui est sur place, puis leur donner tout le jus, puis l'énergie derrière en amont, les vins déjà, faire des bons choix,
Puis la formation, le plus que je peux les amener vraiment. C'est pour ça que on n'avait pas envie de mettre des titres officiels, fait que c'est un peu une blague, coach. Antonin, c'est le capitaine et Marina, c'est l'impératrice, mais bon. Au final, ça fait beaucoup de sens. C'est plus qu'une blague, puis c'est de plus en plus comme ça que j'ai envie de me définir ici. Donc, je veux que les gens viennent voir l'équipe de service. Et moi, bien sûr, j'en vais faire, puis je vais être là pour vous conseiller, ça va me faire plaisir, mais ultimement, je ne serai pas un meilleur conseiller qu'un de mes serveurs. On va tous être aussi bons, puis ça serait... Je pense que c'est pas mal déjà le cas, en fait. Fait que tant mieux. Puis justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut commencer à boire du vin nature? C'est quoi ton conseil ou tes conseils? Ben, juste de s'écouter, là. C'est une question d'aimer ce qu'on boit. Tu sais, j'ai pas à convaincre personne de venir boire du vin nature. Je trouve qu'au contraire, c'est quand on connaît pas le vin, les gens qui aiment pas le vin ont une facilité vers ces vins-là parce que nous, on dit, tu sais, on aime le terme vin propre plus que vin nature parce que, bon, en tout cas, je trouve que c'est plus juste de dire que c'est propre au niveau de l'écologie, de l'environnement, de la production du vin, mais c'est propre aussi au niveau du corps et de ce que ça nous fait. Après, on se comptera pas de menterie. Je m'éloigne, là, je vais à gauche, à droite, mais ce qu'il y a dans le vin qui est le plus dommageable pour notre santé, c'est l'alcool. Et ensuite de ça vient le soufre. Et bien au-delà je pense pas que ça soit dommageable de boire des vins avec du soufre, mais il y a souvent des histoires de... Moi, j'étais pas un tripeux de nature au départ. Là, donc, quand j'ai sorti de l'école, j'étais classique au bout. Et à un moment donné, je suis tombé sur un verre de Bainbridge et Cathcart au Diplomate. La première semaine que ça venait d'ouvrir, j'étais allé voir, j'habitais pas loin, et puis ça a explosé, tu sais, j'ai rien compris, puis depuis ce temps-là, ça a été une quête à revivre cette énergie-là. Et je pense que, tu sais, c'est parce que là, bon, ça c'est très très personnel comme opinion, puis tout le monde a le droit à ses opinions et à comment je pourrais dire, sa compréhension et son appréciation personnelle du vin. Puis je suis pas là pour dire à quiconque quoi boire. Je trouve et j'essaie de comprendre qu'est-ce que j'aime là-dedans, et je pense qu'il y a comme une forme, lorsqu'on corrige un vin et lorsqu'on le guide vers un goût certain qui doit être, par exemple, le goût d'une appellation où on va souffrir, on va désacidifier, on va chapitaliser. C'est vraiment une question de philosophie, de principe, versus on veut contrôler quelque chose pour aller à un endroit au niveau du goût, ou on veut accompagner un vin pour l'amener à son plein potentiel. Et qu'est-ce qui peut arriver dans ces cas-là? On a besoin d'être bon, d'être présent et d'être attentionné. Et c'est un peu plus demandant pour la personne qui le fait, tu sais. Puis là, j'embarquerai pas dans tout l'aspect économique où il faut qu'on vive de ça. Donc, il y a des vignerons qui peuvent se le permettre, d'autres moins et tout. Alors, tout ça, c'est correct. Mais je trouve que dans les vins qui sont accompagnés, on a des bas qui peuvent être plus bas, mais des hauts qui peuvent être plus beaux. Comme un peu un equalizer lorsqu'on essaie de contrôler. On a beaucoup moins de défauts, entre guillemets. Après ça, c'est l'autre débat des défauts. On peut en parler très longtemps aussi. Mais je pense que ça tamise aussi un peu les highs, tu sais. Alors, c'est ce que je comprends pour l'instant, du peu que je connaisse du vin. Ce qui me charme beaucoup dans ces vins-là. Et puis l'énergie qui s'en dégage et la facilité de le boire, tu sais. J'aime beaucoup l'anecdote d'Alice Fearing qui rencontre Thierry Puzula dans son livre For the Love of Wine et qui lui demande pourquoi on boit du vin nature. Thierry lui répond parce qu'on est des alcoolos puis on va en boire beaucoup, tu sais. Puis ça nous aide. Tu t'attendais à une réponse hyper philosophique et tout, mais non, c'est juste comme moi, je vais en boire du vin, tu sais. C'est de façon un peu plus simple, mais l'idée derrière, c'est que c'est bon, ça descend bien, tu sais. Fait, pour moi, ça n'a pas besoin d'être plus. Alors,
on ferme la boucle sur ta question qui est, faites juste, tu sais, comme les gens sont intimidés quand ils goûtent du vin ou whatever, mais faites juste vous demander si c'est bon, tu sais, si c'est bon dans la gueule, si c'est bon dans le corps, quand ça descend dans le ventre, comment on se sent. Faut pas l'oublier, tu sais, tout le trajet qu'il fait, juste être à l'écoute de ça, puis de ce que ça nous fait, puis après ça, faites vos propres décisions à partir de là. Il y a une question, en fait, que j'ai mis dans ma liste de questions plus éducative. Puis tu l'as touché un peu. Puis tu es la première personne qui me dit qu'il y a deux choses qui sont pas bonnes pour la santé dans le vin. C'est l'alcool, évidemment, puis le soufre. Puis je voudrais que tu me parles, le soufre un peu, à quoi ça sert dans les vins, pourquoi qu'on en met, qu'est-ce qui arrive quand on n'en met pas, etc. OK. Ouais. Hey, le soufre. C'est naturel, du soufre. C'est cool, tu sais. Il y a pas de mal à ça. J'ai plein de mes vins qui en ont d'ajouter. Puis, je le vois un peu comme du café, tu sais. Si on en prend un le matin, c'est bien correct. Si on en prend 10 à l'heure, ça commence à être dommageable. Donc, c'est une question de quantité. Et ultimement, le but, c'est pas de boire des vins sans soufre tant que ça, plus que de boire des vins où on va sentir l'énergie et la liberté, tu sais. Après ça, s'il y en a, moi, je m'en fous. Fait que le soufre est utilisé justement pour inhiber certaines bactéries qui pourraient avoir envie de se réveiller et de foutre le bordel dans un vin puis d'amener des arômes désagréables et tout. Donc, ça protège le vin. Beaucoup de gens ont peur avant de l'exporter, leur vin. Ils vont en mettre un peu ou beaucoup parce qu'ils ont peur que ça bouge dans le voyage et que ça change avec les changements de température et tout. Mais c'est vraiment un agent qui va être là pour protéger le vin de l'oxydation ou de certaines levures ou bactéries moins souhaitables, par exemple. Donc, c'est pas le gros méchant soufre du tout. Et il y en a beaucoup plus dans les fruits séchés, par exemple, où c'est une catastrophe. Donc, le vin, ça va, c'est pas si mal s'il y en a un peu. Là. Puis il y en a toujours sur toutes les bouteilles, même les celles qui ont zéro soufre ajouté par les plus grands puristes, ils doivent quand même mettre la mention contient des sulfites parce qu'il y en a naturellement dans le vin à travers la fermentation. Donc, voilà. Tu m'as parlé d'une bouteille qui t'a fait un déclic. Est-ce que tu peux me la mentionner à nouveau? C'était un verre, en fait. Et c'est vraiment là où ça a explosé dans ma tête. C'était la cuvée Highway 8 de Toby Bainbridge en Loire. C'est du Cab Franc 100% avec de la carbo. Puis lui, c'est un Anglais, je vais dire géologue, mais qui était spécialiste des sols et qui a vraiment cette... je vais mettre des guillemets sous réserve. Là, je me rappelle plus trop de son background, mais bon. Il y avait une expertise au niveau des sols. Et c'était quand même parmi ses premières cuvées. Et c'était juste une bombe d'énergie au moment parfait, une belle journée. Mais après, des producteurs qui me font vibrer, on a parlé de Strohmayer plus tôt. Il y en a tellement, là. Après, c'est les Pervenches. Les Pervenches qui sont en 2018. Tout est de la bombe. C'est hallucinant. Puis, tu sais, le vin de nature sans soufre ajouté zéro, quand il vient du voisin, qui se pose des questions depuis plusieurs années, qui fait une agriculture hyper soucieuse et des vinifications hyper précises, mais là, c'est le summum, là, tu sais, donc, Mike Evero, des Pervenches, je pense que c'est parmi mes vignerons, je pense que ce serait, si j'en ai un à choisir dans la vie, ça serait ça, par exemple. Mais oui, mais là, après ça, il y a des grands, il y a toutes sortes de légendes, là, comme Ganva, tu sais, name it, là, je vais pas commencer à nommer toutes les... Mais oui, voilà. Bon. Tu parlais de rosé que t'aimais. Bon, là, c'est l'été, mais un rosé que t'aimes boire en ce moment, qui est peut-être sur ta carte? On est tombé dans un gars que je connaissais pas, qui s'appelle Matthias Warnung, qui est à Kamptal, en Autriche. Il fait on a une de ses cuvées qui s'appelle Basis Nobody, qui est un assemblage de blanc et de rouge, 90%
Gruner Veltliner avec 10% de Zweigelt. Et c'est une bombe d'énergie. C'est vite vide. Alors ça a été un coup de cœur dans mes découvertes. Est-ce qu'il y a eu une rencontre qui dans ta carrière au niveau du vin qui t'a vraiment comme marqué puis qui a fait que ton cheminement, que t'en es rendu là ici en ce moment? Ah, je pense que c'est la somme des rencontres, mais... Eh oui. Je pense que c'est Alex. Mon chum Alex Boilly. Ça m'a... Puis Steve. Puis Stromaillard ce printemps. Mais ouais. Ces gens-là avec qui j'ai beaucoup appris et qui ont été très généreux et qui m'ont fait confiance aussi pour ce projet-là. Donc, les Boys de Ward en général. Cool. Alors, on peut te voir où les informations, l'adresse, etc. Oui, 2020, tout en un mot, tout en petit, si jamais vous avez envie de l'écrire. 2020.ca, au 1290 Beaubien. On ouvre à 15h, donc venez travailler, finir votre journée ici, prendre un verre en finissant. Et je suis pas mal tout le temps là. J'essaie de prendre des congés, mais c'est assez sporadique. Puis voilà. Donc, vous allez nous voir. Puis sinon, ça va être quelqu'un d'autre qui est encore... plus fantastique et tous plus beaux les uns que les autres. En fait, j'ai une dernière question pour toi. Ça vient d'où 2020? C'est compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est les gens qui le font, les gens qui le boivent et ceux qui sont entre les deux, qui l'importent et le servent. C'est ce qui est important pour nous dans le vin le plus, les gens qui font en sorte que c'est possible. Alors, c'est un peu ça 2020, tout simplement. Merci. Merci. Vous venez d'écouter L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. Si vous voulez rien manquer des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi qu'à la page d'Instagram. Le balado que vous venez de déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal.